Quand on regarde certaines vidéos de bilan sur le cinéma et sur cette année 2023, on a l'impression que cette dernière a été pauvre et a proposé un catalogue de films décevant, nul ou peu intéressant. À cela s'ajoute l'éternelle question de savoir si le cinéma c'était mieux avant ou s'il est même tout simplement mort. Alors j'aurai sûrement l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo, mais ce qui m'agace avec ce propos, c'est qu'il me paraît très biaisé et qu'il évite de prendre plusieurs facteurs en compte qui auraient tendance à prouver le contraire. Comme par exemple le fait qu'aujourd'hui presque tous les films sont accessibles et permettent donc aux gens n'ayant souvent ni les moyens ni le temps d'aller au cinéma de se créer une cinéphilie et de pouvoir accéder à tout un tas d'œuvres en tout genre. Encore faut-il bien sûr être curieux. D'ailleurs, la question fut développée dans la bonne vidéo du Fils de Bulle que je vous conseille d'aller voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ces bilans sont parfois négatifs alors que je trouve que cette année fut particulièrement riche. Alors avant de parler esthétique et cinéma, jetons un regard économique. L'année 2023 est la première depuis la pandémie à ne pas souffrir d'obligations sanitaires. Là où en 2022 jusqu'en avril, le port du masque était obligatoire dans les salles et le réflexe d'aller au cinéma était encore très hésitant. Ça n'a pas empêché l'année 2022 de s'en sortir pas trop mal en France, avec 152 millions d'entrées enregistrées dans le pays. Et en 2023, ça continue donc d'augmenter. Les gens reviennent en salle toujours plus nombreux. On dénombre un peu plus de 180 millions d'entrées cette année. Ajoutons à cela que le cinéma français a plutôt bien marché à l'international et conserve une très bonne partie des parts de marché. Et on compte au total près de 40 films qui ont atteint le million d'entrées. Si par rapport à 2019 les chiffres restent plus bas, c'est néanmoins le signe que les gens reprennent l'habitude et continuent d'aller en salle. Il y a une bonne dynamique, n'en déplaise à ceux qui continuent de cracher dessus. Les salles obscures ont encore de beaux jours devant elles. Seulement, l'année 2023 a aussi été l'année d'une prise de position radicale sur les plus gros patrons de l'industrie. Alors il y a évidemment le projet de Jérôme Sédou dont j'ai parlé 50 000 fois en vidéo, qui souhaite monopoliser toujours plus l'industrie en adoptant une stratégie Marvel pour des films français à très gros budget. Mais aussi les salles de cinéma, en proposant des salles au confort maximum et des multiplexes toujours plus présents dans le pays, au détriment de petites salles historiques. D'ailleurs, récemment par exemple, aucun acheteur n'a repris le Bretagne, qui est un célèbre petit cinéma dans la capitale, qui a dû fermer ses portes cette année. Alors je vais pas m'éterniser dessus parce que j'en ai vraiment parlé beaucoup, mais cet objectif est inquiétant et on doit faire attention à ce que le cinéma français conserve son modèle économique, qui lui permet une diversité riche dans les œuvres qui sortent, en particulier justement pour celles que l'on voit moins, car cachées par les grosses publicités de plus grosses productions nauséabondes. Mais aussi, ces prises de position garantissent des tarifs toujours plus élevés pour justifier une séance confortable avec confiserie et sièges moelleux modifiables. Là où des salles plus indépendantes mais qui ne proposent pas des trucs comme ça continueront de concurrencer ces prix mais seront elles aussi sûrement moins visibles et moins présentes que ces grosses infrastructures. Parallèlement à cette stratégie française de la part de Pathé, une autre meurt pour être à l'avenir remplacée par une autre, c'est celle hollywoodienne. L'industrie a déjà fortement été touchée par la grève des acteurs et scénaristes et beaucoup de projets, surtout audiovisuels, sont condamnés à être reportés. Mais surtout, et c'est là où les bilans sont assez biaisés, elle a dû faire face à l'une de ses pires années en matière de blockbusters sériels. En effet, la plupart des films Marvel et DC sortis en 2023 ont bidé. Ant-Man 3 par exemple n'a fait que 1,5 million d'entrées en France pour un budget de 200 millions de dollars. À titre de comparaison, Anatomie d'une chute, la palme française de cette année, a enregistré à peu près le même score pour un budget de 6 millions d'euros. Quant à The Marvels, il n'a enregistré que 770 000 entrées. Seuls les Gardiens de la Galaxie 3 se maintient à peu près. Ne parlons pas de Blue Beetle ou encore Aquaman 2 qui sont deux fours au box-office. Et oui, les gens commencent à se lasser du catalogue sériel. L'année 2023 semble marquer la fin d'une mode, celle des super-héros qu'avait prédit notamment d'ailleurs Scorsese il me semble. Alors bonne nouvelle pour le cinéma ? Alors oui, si l'industrie n'avait pas d'autre corde à son arc. En effet, Hollywood compte bien rebondir sur ses échecs commerciaux et elle s'est donc alliée avec d'autres entreprises pour préparer un nouveau planning commercial, c'est celui de faire des films inspirés de jouets et de jeux vidéo. Super Mario Bros fut un carton colossal dans le monde entier, avec plus d'1 milliard d'entrées, et avec 7 millions en France. Pareil pour Barbie qui a cumulé presque 1,5 milliard d'entrées dans le monde. Ajoutons à cela qu'évidemment des suites sont prévues, comme un film Monopoly et Uno, qui sont des jeux appartenant à Mattel qui détient Barbie. Ça va être assez spécial. Mais aussi d'autres adaptations de jeux vidéo comme Zelda ou encore Death Stranding. Cette nouvelle stratégie est bien partie pour combler le trou de l'industrie hollywoodienne. Il est donc plus que temps en cette période de transition de défendre un cinéma qui est moins coûteux et beaucoup plus proche d'une vision d'auteur. Pour montrer justement que ceux qui trouvent que cette année fut pourrie sont ceux qui sont allés voir justement les dernières grosses productions hollywoodiennes et quelques films populaires et comédies françaises. Parce que du côté auteur, ce fut vraiment une année très riche. Bon, ce constat est déjà trop long, mais c'était important pour moi de reparler de tout ça avant de vous dévoiler mon top 10
qui fut très compliqué à faire. C'est un top que j'ai voulu varier le plus possible en y incluant des genres différents et c'est la raison pour laquelle mes tops sont différents de ceux que j'ai publiés sur Twitter ou Instagram. Mais si jamais vous intéresse, je vous les mets dans la description. J'ai aussi choisi de ne pas mettre de films dont j'ai déjà parlé en vidéo à part, mais je les rementionnerai quand même pour les conseiller à celles et ceux qui auraient loupé ces petites critiques. J'indiquerai aussi les chiffres qu'ils ont fait en entrée, ainsi que les budgets s'ils sont accessibles publiquement, pour vous prouver que souvent, la qualité se trouve justement dans les films qui ne sont pas faits pour être des gros succès. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, c'est parti. Bon, alors pendant que j'étais en train d'écrire mon top, je me disais quand même que essayer d'être clair et concis en quelques minutes pour parler d'un film, ça nécessite un paquet d'adjectifs qui sont très répétitifs. Parce que oui, forcément, si je dois analyser chaque film en fait un peu plus singulièrement, la vidéo durerait 4 heures. Et du coup, en fait, ça m'ennuie un peu d'écrire comme ça, et surtout, je pense que ça risque aussi de vous ennuyer. Alors plutôt que de m'attarder sur chacun d'entre eux, j'ai remarqué quelque chose en fait concernant ce top, c'est que chaque film a plus ou moins un point commun. C'est celui de mettre en avant des choses de façon assez banale ou quotidienne pour développer un fond assez politique et un sens cinématographique qui est très propre aux cinéastes qui réalisent le film. Alors ils sont tous très différents à ce niveau-là évidemment, mais je trouve ça assez drôle de constater que je suis très sensible à ce genre de récit qui n'aborde pas spécialement de schéma narratif classique ou d'intrigue particulière avec un début, un milieu et une fin quoi. Je vais les prendre comme exemple en fait pour essayer de vous expliquer en quoi ces longs métrages s'ancrent un peu dans ce style et pourquoi malgré tout ils sont tous très différents les uns des autres et pourquoi vous devez les voir évidemment si vous ne les avez pas encore vu. En numéro 10, j'avais mis Tar, réalisé par Todd Field. Et je le mets vraiment dans cette catégorie parce que s'il y a bien un genre qui me fatigue souvent dans l'industrie hollywoodienne, c'est un peu le biopic. Parce que c'est souvent justement un genre très formaté qui s'accorde avec l'origine de la personnalité, qui permet d'idolâtrer un peu la personne que l'on met en avant dans le film. Mais il y en a un qui a joué avec les codes du biopic alors que ça n'en est pas un, pour jouer justement avec ce rapport à l'idéalisation d'une personnalité, et surtout pour dresser un conflit générationnel dans la façon d'appréhender une maîtrise artistique, et c'est le principal sujet de ce film qui met en scène Lydia Tarr, une chef d'orchestre reconnue dans le monde entier qui va faire face au changement d'une époque. Et cette époque, elle la dénigre et elle ne la reconnaît plus, ce qui fait que du coup on assiste à une personnalité qui est vraiment réactionnaire et que le film commence en fait par le fatalisme de sa chute. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas au sommet de son art, mais le film commence par son début de chute aux enfers et ça c'est assez intéressant. Tout ça au travers justement d'une génération de musiciens qui ne se retrouve plus en la personnalité de Lydia Tarr, qui a beaucoup utilisé de son pouvoir pour faire des choses très douteuses. Le film est très austère, les séquences sont vraiment très longues, elles sont très dialoguées, il y a un travail sur le son qui est assez monumental, déjà parler d'une chef d'orchestre alors qu'il n'y a pratiquement aucune musique, c'est assez fascinant, et surtout que la seule scène d'orchestre en fait va marquer, contraster un moment très dramatique dans le film, mais surtout ce travail sonore il va vraiment jouer avec les méandres de l'esprit de Lydia Tarr, qui commence à être paumée, qui sait plus vraiment si elle est dans une réalité ou dans une fiction, parce qu'elle perd complètement la boule face à tout ce qu'il y a autour d'elle et qui change, au travers de son quotidien et de certaines scènes a priori banales. Donc c'est un film que j'aime beaucoup parce que déjà il a une technique qui est assez irréprochable. Par exemple il y a des plans séquences qui sont assez fous, mais ce qui est intéressant c'est qu'on ne sent pas que c'est des plans séquences, on est complètement pris dans la scène. Et ça c'est très bien je trouve justement d'oublier un peu l'aspect technique pour pouvoir réellement avoir un impact esthétique sur la manière d'utiliser un plan séquence. Et donc sa mise en scène assez glaçante qui joue sur cette forte austérité, cet état d'esprit un peu réac avec cette image toujours très soignée, ça donne vraiment une puissance assez mystique à tout ce qui se passe et à tout ce que Lydia Tarr subit. Elle n'est plus maîtresse de rien, c'est à ce moment-là que les petits bruits du quotidien viennent perturber son génie musical, et au fur et à mesure le film va laisser place à une ambiance thriller, là on était plus dans un drame un peu au début. Et donc je trouve que c'est un film qui met vraiment en scène brillamment cette manière d'appréhender l'univers de cette industrie. Fini les paillettes et l'admiration, fini les films à la Elvis, on laisse place à une ambiance morbide, bourgeoise, et surtout à tout un pouvoir de manipulation de la part de la compositrice, qui est interprétée par Cate Blanchett et qui est absolument magistrale. Alors direction la Suisse pour ce numéro 9 car il s'agit de Désordre réalisé par Cyril Choblin et c'est sans doute un des films les plus originaux là-dessus que j'ai vu cette année. On est en pleine période de l'avancée du capitalisme et des avancées technologiques et le film nous introduit dans une horlogerie suisse du 19e siècle où une jeune ouvrière fait la rencontre de Kropotkin, un anarchiste qui a réellement existé de l'époque et se retrouve mêlée à un mouvement local d'ouvriers et d'horlogers qui souhaitent dénoncer les dirigeants
qui basent le rythme de travail sur les bénéfices de leurs entreprises et imposent donc une efficacité et une vitesse très précises dans la confection des horloges. Et j'ai jamais vu un film comme ça. Il offre une mise en scène d'un calme très serein, sans aucune volonté spectaculaire. Il a des cadres complètement décadrés, laissant les personnages petits face à l'immensité du reste du plan verdi souvent. Ça offre une expérience intéressante dans le rapport entre nous et les personnages. Et là pareil, c'est beaucoup de quotidien en fait, et beaucoup de calme et beaucoup de scènes a priori banales, mais la façon dont c'est filmé, le calme de la forêt, le silence des ouvrières qui sont en train de comploter contre les dirigeants, la minutie du travail de mécanisme de l'horloge, c'est vraiment un bijou qui laisse transparaître une beauté assez sublime dans les mouvements très précis de ces travailleuses, tout en ayant un fond politique qui montre évidemment l'abus du capitalisme et la naissance de certains mouvements anarchistes. Alors pour illustrer cet exemple, en numéro 8, j'ai mis Voyage en Italie de Sophie Le Tourneur, qui est une comédie française, réalisatrice d'ailleurs que j'ai interviewée si jamais ça vous intéresse, je vous laisse la vidéo en description. Et c'est une comédie que j'aime beaucoup car elle a toujours cette idée maligne de jouer avec le réel justement et les petits moments du quotidien un peu nuls de la vie pour nous offrir une intimité assez puissante et un burlesque vraiment drôle. Et Voyage en Italie, il contient un peu ce doux mélange avec ce couple qui part en vacances. Ça rend la comédie vraiment unique car elle ne bénéficie d'aucune prétention dans sa mise en scène, elle s'écarte vraiment de toute banalité scénaristique en choisissant de ne pas y coller spécialement d'intrigue. C'est très propre d'ailleurs au cinéma de Sophie Le Tourneur qui a tendance à vouloir capturer des instants que le cinéma standard a tendance à ne jamais montrer ou filmer parce qu'il juge ça inintéressant. Là, dans Voyage en Italie, on a vraiment des scènes où t'as le couple qui sait pas quel hôtel prendre, qui parle de politique alors qu'ils sont devant des décors magnifiques. Enfin vraiment toutes ces petites galères, tous ces petits moments du quotidien qui sont très drôles quand on les voit filmer avec ce couple. Il n'y a pas besoin de poussif dans les dialogues ou dans les répliques niaises. Vraiment tout se joue dans leur quotidien et du coup ça crée une espèce de maladresse constante avec un petit côté loser qui est assez drôle. Ça va, t'es pas trop déçu de pas être monté tout en haut du cratère? Non, mais c'est pas grave. Je peux pas le faire. Bah si, je peux le faire. Hein. Non, Bah, non, on fait non. demi-tour. Sophie, Bah si, Sophie, allez, moi, je peux non. le faire. non. Sophie, Bah non, tu vas voir, je vais y arriver maintenant. accepte tes limites, là. Tu sais, si j'acceptais mes limites, j'aurais jamais rien fait de ma vie, aucun film, rien du tout. Hein. Ouais, il aurait mieux valu. C'est parti. Puis elle a une image très caméscope qui ajoute aussi à cette authenticité, donc ça donne une comédie vraiment spéciale et assez unique, et dans son traitement et cette superbe maîtrise dans le fait de filmer un peu des choses de la vie d'un couple quoi, qui sont banales aux premiers abords mais qui construisent aussi tout un voyage. Il n'y a pas besoin de gros éléments déclencheurs, de grosses disputes, de gros sabots. C'est une intimité propre à ce couple qui suffit à créer un film d'une grande justesse tout en étant très drôle et loufoque dans sa mise en scène. Alors il y a un autre genre qui est assez marginal, c'est celui du documentaire, forcément parce qu'il est dans très peu de salles et il est très peu distribué, mais je réserve cette 7ème place pour un film français qui s'appelle Sur l'Adamant, qui est le dernier documentaire de Nicolas Philibert, qui prend place dans une sorte de péniche parisienne où se retrouvent les patients d'une clinique pour discuter, faire de l'art, créer du lien. Et là pareil, c'est vraiment très simple dans son montage, mais le documentaire est très touchant de par ce qu'il parvient à dégager. En étant simple, la caméra ne juge jamais ce qu'elle filme, ce qu'elle interroge, ce qu'elle interviewe. Elle ne caricature jamais à tel point que parfois on se demande même si le réalisateur ne filme pas des patients ou des médecins. La plupart sont détruits par la dépression ou parce qu'ils se sentent abandonnés par la société. On les voit peindre, on les voit chanter, il y a une très belle introduction du film là-dessus, c'est vraiment assez magnifique. C'est parce que je prends un traitement très fort que je désire pas que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon je me prends pour Jésus, moi. Bref, c'est vraiment 1h30 de moments gratuits. 1h30 de moments qui ne s'ancrent pas dans une société, de moments qui n'ont aucune utilité en tant que tels, mais qui pourtant dégagent toute la tendresse de ces gens. Et c'est vraiment très beau, je trouve, de parvenir à créer ce sentiment avec une caméra aussi simple dans la manière de filmer. Le but n'est pas de dresser un constat politique ou quoi que ce soit, mais c'est de regarder ce qui se déroule dans ce bateau tous les jours. Mon numéro 6 s'ancre aussi vraiment dans ce côté très banal et très quotidien, c'est Showing Up, le dernier film de Kelly Reichardt. C'est un vrai petit bonbon comme tous ces films où il est question de filmer l'artiste sous son aspect le plus banal et le plus quotidien. On a souvent tendance à vouloir montrer les artistes comme des personnes différentes des autres, qui seraient des génies incompris, et pourtant la réalité elle est souvent bien plus simple et c'est ce que nous offre Showing Up. En suivant cette femme vivant dans une petite banlieue américaine, qui passe ses soirées à créer des sculptures pour des expositions, tout en travaillant parallèlement en tant que secrétaire la journée. C'est la banalité mais aussi l'inutilité de l'art dans la vie, mais c'est justement cette forme de non-nécessité qui permet à l'art d'être sublime. Et Kelly Reichardt a toujours cette incroyable maîtrise dans le ton léger et un peu drôle des relations entre ses personnages. Sans en faire une dépressive, elle montre aussi la relation qu'elle a avec sa famille compliquée, sa voisine un peu trop égoïste, le fait qu'elle soit un peu solitaire, pour souligner davantage à quel point chaque petit rien peut être très joli à filmer pour dresser un portrait. C'est vraiment fait avec beaucoup d'élégance.
En numéro 5, il s'agit d'un film réalisé par Víctor Erice, le cinéaste espagnol qui n'avait pas sorti de film depuis 30 ans. Je le connaissais pas avant d'avoir vu son film, et même sans le savoir, il en ressort un écho quant à la vision du cinéma et de ce qu'il représente dans la mémoire des gens et ce qu'il reflète de notre époque et de celles antérieures. Il y en avait beaucoup par exemple qui disaient que Babylone c'était le film qui était une déclaration d'amour au cinéma. Bon, je pense que Fermer les yeux mérite totalement cet adage un peu débile. Parce que c'est 2h30 d'une quête menée par un réalisateur qui cherche son ami et acteur porté disparu depuis 25 ans pendant le tournage de son dernier film. Et toute cette quête va l'amener à se questionner sur le monde, sur les gens, sur l'importance du cinéma. Le réalisateur joue avec beaucoup de nuances esthétiques, comme par exemple avec son intro de 10 minutes, qui est en réalité le film du réalisateur fictionnel. D'ailleurs, durant ma séance, pendant les 5 premières minutes, je me suis demandé si je m'étais pas trompé de salle. Et cette intro, par exemple, elle offre un grain très typé années 90, avant de laisser place au présent froid et fade, et au rythme décontenancé de cet homme fatigué qui retrouve goût à la vie dès lors qu'il sait que son ami est vivant quelque part. Et là pareil, beaucoup de scènes gratuites, sans aucun intérêt scénaristique, qui reflètent avec grande beauté la puissance du montage, des images, aussi celui de la musique. Donc c'est un film vraiment magnifique qui brille de par sa capacité à faire vivre chaque séquence et de les filmer de façon très organique. En numéro 4, c'est L'Envol, le dernier film du cinéaste Pietro Marcello, qui suit la fin de vie d'un soldat de la Première Guerre mondiale dans un petit village. Et là pareil, la façon dont c'est filmé, cette poésie un peu morbide du lieu avec ce petit village français qui est certes très mignon, mais qui est composé d'habitants crachant sur le soldat, le voyant comme un déserteur. Et il y a ce choix vraiment de laisser le temps passer avec les gros plans de cet homme qui a un visage très marqué, devenir menuisier, s'occuper d'une enfant, la voir grandir et rêver d'aller autre part en rencontrant un pilote. Il y a un mélange très subtil de scènes musicales et chantées qui contraste beaucoup avec le silence du début, avec ce soldat qui retransforme sa vie. Tout le sujet de la guerre, de ses conditions s'ancre dans l'esprit du film sans pour autant en être le sujet principal. Enfin voilà, c'est vraiment très très beau. En numéro 3, j'ai mis Le Gang des Bois du Temple de Rabat à Meurzemesh, qui est un polar noir entre un groupe vivant en banlieue qui organise le vol d'un riche héritier d'Arabie Saoudite. C'est un film de vengeance mais qui est traversé par un personnage muet et des séquences aussi quotidiennes. Ce qui permet de mettre en avant déjà le réel du rythme de vie en banlieue, pas comme Athéna ou d'autres films un peu à la con comme ça. Et cette sphère de vengeance laisse place à des scènes gratuites mais complètement hors sol. Il y a cette magnifique scène de l'enterrement au début du film qui est d'une beauté infinie, ou bien cette scène de boîte de nuit où ce mystérieux héritier caché dans l'ombre se lâche totalement en dansant. Le film est toujours très imprévisible, il y a un rythme qui va clairement chercher dans la filmographie de Jean-Pierre Melville, dans son personnage principal qui est très sombre, qui parle pas beaucoup, et ce groupe de mecs qui passent son temps ensemble à pas savoir quoi faire de leur journée, parce que vraiment c'est brillant partout, il y a aucune musique qui est extérieure, donc ça donne aussi un calme assez étrange dans cette architecture très grisâtre. C'est vraiment un film à voir, c'est un polar qui est assez brillant. On entre dans mes deux meilleurs films de l'année, il y a Les Feuilles Mortes d'Harry Kaurismäki, qui est une histoire d'amour d'une très très grande poésie, qui tourne autour de deux personnages aux conditions sociales très précaires, filmés dans une époque très intemporelle, on sait jamais si on est dans le passé, le présent ou le futur, même si ça parle un peu de guerre en Ukraine. Il y a tout un assemblage de décors et de lumières qui font qu'on a l'impression d'être dans les années 60-70, et la mélancolie qui traverse leur visage pendant leur soirée dans des bars musicaux, entre cette jeune femme qui arrête pas de changer de travail à chaque fois pour une misère, c'est mis en lumière de façon très particulière, c'est très doux, il y a un truc intéressant dans le jeu si sobre et neutre des comédiens, qui est très propre d'ailleurs au cinéma de Aki Kaurismäki. Il y a un léger humour aussi dans leur relation entre eux, dans l'ami du mec. Lähdetään. Mihin? Karaokeen. On perjantai. Enfin vraiment c'est très touchant et je trouve que ça touche vraiment très juste à certains endroits, tout en étant vraiment d'une grande mélancolie poétique. Et mon numéro 1, c'est Les Herbes Sèches du réalisateur turc Ceylan. Et pour moi, c'est un film de 3 heures qui représente le mieux ce phénomène non narratif. C'est la vie, isolée, d'un enseignant dans un petit village turc envahi par la neige. Ses relations avec d'autres collègues, avec d'autres habitants, sa volonté ou non de sortir de cette vie, mise en scène par des séquences dialoguées assez longues, avec très peu de plans, mais aussi avec un pur anti-héros. C'est un personnage qui est assez désagréable, qui est très douteux avec ses élèves. Par exemple, il prend quand même un certain plaisir à sentir qu'il plaît à l'une de ses élèves de 14 ans, et il va plus d'une fois faire des trucs fourbes et un peu de salopard à ses amis pour servir ses intérêts. Mais le film ne fait rien d'autre que de dresser un portrait reflétant une condition, une situation, celle de vivre là-bas, de faire face au temps qui passe, qui semble comme suspendu car tout se répète et rien ne change. Les décors magnifiques y jouent beaucoup aussi puisque leur beauté donne aussi une sensation de prison à ciel ouvert, où il est impossible de s'émanciper et d'aller plus loin. Tout le film met vraiment en avant ce symbole d'une fracture sociale, d'une Turquie oubliée, qui ne croit plus en grand chose politiquement et qui souhaite oublier ou nier qu'il n'a
n'agit pas pour la société. C'est tout le paradoxe qui va se faire avec Nureille, qui est une femme assez mystérieuse, forte et puissante, dont son regard et ses intentions, mais qui a un esprit plus militant, compte tenu aussi de la condition différente dans laquelle elle travaille, à savoir bien plus en ville que le personnage principal, qui s'appelle Samet, où le social et l'accès aux besoins de nécessité se font plus courants, mais aussi dans son vécu de rescapé. Donc il y a beaucoup de contradictions entre les personnages qui forment une ambiguïté un peu malaisante, un mal-être profond, jamais poussif et jamais montré, où l'honnêteté entre hommes semble disparaître à petit feu, mais il y a quelque chose de très humain qui finalement en ressort. C'est ce rapport au destin qui te fait errer dans une petite zone rurale, qui renforce étrangement les liens entre les personnages, même s'ils passent leur temps à se tacler dans le dos. Il y a quelques magnifiques séquences en montagne enneigée où les problèmes sont plus secondaires et où un lien fort entre Samet et son ami Kenan se font ressentir par ce qu'ils racontent et par leur admiration du paysage, et surtout par ce qu'ils aimeraient faire s'ils pouvaient s'émanciper. C'est aussi là qu'intervient d'ailleurs un effet de mise en scène assez incroyable, c'est les pauses dans le temps par les photos que prend Samet. Quand on décide d'en prendre une dans le film, Ceylan fait suivre d'autres photos provenant sûrement du réel pour illustrer ce peuple oublié, ces moments capturés avec en fond un vent qui souffle dans les oreilles, qui symbolise une sorte de vide, une sorte de grande pause. C'est vraiment magnifique et c'est prodigieux d'autant bien gérer son rythme entre les longs dialogues et les pauses comme celle-ci, où l'image n'en est que plus forte. Ça se joue aussi sur beaucoup de silence, les regards entre les personnages, enfin voilà, vraiment. C'est un film assez dense, autant esthétiquement que politiquement, mais qui sait rythmer sa mise en scène par rapport à son rapport au temps, qui arrive à nous montrer l'errance de ses personnages dans ce décor enneigé, bloqué, et ce que cela engendre chez les gens qui finissent par développer un mauvais fond. Voilà, c'est la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère vraiment que j'aurais pas été trop répétitif, et voilà, je trouve ça intéressant comment tous ces films se regroupent finalement dans une espèce de tentative de vouloir filmer un peu le banal, le quotidien ou l'errance. Et je trouve vraiment que c'est là qu'on capte vraiment des purs moments de cinéma. En tout cas, n'hésitez pas à mettre votre top à vous en description. Bonne année à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos en espérant que l'année 2024 sera aussi riche que l'année 2023. Ciao!